Ne manquez pas cette semaine à InfoCam, un entretien avec Louis-Georges Simard, qui sera maire de la municipalité de Rivière-Ouelle. Une autre capsule en collaboration avec la MRC de Kamouraska en vue des prochaines élections. Le deuxième volet sur le lancement du parc régional du Haut-Pays. Le site 3S de Kamouraska offre un nouveau service pour les personnes âgées. Et finalement, la municipalité de Saint-André présente une brochure sur le cadre de gestion de la Boiteau. Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Nous commençons l'émission avec un entretien avec Louis-Georges Simard, qui a été élu par acclamation dans la municipalité de Rivière-Ouelle. Notons que l'entrevue a été enregistrée avant la fin des mises en candidature. Tout d'abord, M. Simard, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours politique municipal? Oui, je me suis présenté en 2009 pour la première fois comme conseiller avec une nouvelle équipe. Donc, j'ai agi comme conseiller depuis 4 ans. Et disons, durant ces 4 années-là, c'est que ça a été un bon défi parce qu'on a remplacé l'équipe au complet qui était là avant. Et on a eu plusieurs défis et j'ai participé à la majorité des projets importants qu'on a accomplis au cours des dernières années. Comme par exemple, on a dû adresser la question du financement municipal. On a dû adresser évidemment le problème avec Thérèse Martin, tous les débats qu'on a eus là-dessus. Plusieurs défis sur la rivière à cause des chemins qui sont en perpétuel problème à cause des éboulis dans la rivière et différents autres défis. Je suis particulièrement content de l'équipe que j'ai réussi à recruter. En fait, il y a 3 personnes qui reviennent et on a 3 nouveaux, dont 2 nouvelles personnes, un conseiller avec beaucoup d'expérience en relations humaines et également, c'est un artiste qui va s'assurer de notre développement culturel à Rivière-Ouelle. Et une personne qui travaille présentement avec les enfants, donc beaucoup d'empathie pour les jeunes. Quels seront vos défis que vous devriez relever si vous êtes maire de la municipalité? Pour moi, un défi important, c'est qu'il faut s'assurer que les taxes pour nos citoyens soient sous contrôle. Et un des risques importants, je l'ai mentionné tantôt, c'est la rivière, qui pour moi, est le plus grand risque financier pour la municipalité. Donc, on parle de plusieurs chemins à proximité de la rivière qui sont fragiles et on doit absolument se contrôler ce défi-là. Ça doit être fait comme ça aussi globalement. On ne peut plus y aller réellement à la pièce comme dans le passé. C'est pour ça qu'on propose de travailler avec Obakir, qui est l'organisme de bassin versant qui est responsable de la Rivière-Ouelle, pour pouvoir avoir comme ça une vision globale sur les problématiques de la rivière. Puis pour le futur, qu'est-ce que vous espérez le plus pour la municipalité de Rivière-Ouelle? Moi, je dirais qu'il y a 2 grands défis humains. Le premier défi, c'est que nos jeunes, on a mis beaucoup d'accent comme ça sur les jeunes, attirer les jeunes familles. Par exemple, cette année, on a décidé comme ça de donner 100 $ pour les fournitures scolaires pour les parents au primaire. Et aussi, il ne faut pas oublier les aînés. Notre population vieillit de plus en plus. Et souvent, les aînés sont laissés seuls et il faut absolument organiser à travers un processus Municipalité Amis des aînés, le MADA, pour que les aînés aient des années heureuses dans un milieu où il y a beaucoup d'activités pour s'assurer qu'ils demeurent actifs. Nous vous présentons une 3e capsule en collaboration avec la MRC de Kamouraska en vue des prochaines élections. Cette semaine, le thème porte sur le rôle d'un préfet. Il reste quand même que le gros du travail, la responsabilité, la charge publique, c'est ici, au Kamouraska, compte tenu qu'on a un préfet élu au suffrage universel, c'est quand même, ça nous distingue. C'est quand même le préfet là, qui occupe le principal de cette charge-là. Puis, au niveau de l'élection, au suffrage universel, bien, c'est ça, on est seulement 14 au Québec actuellement. Là, sur 85 MRC,
14 ont fait le choix d'élire leur préfet au suffrage universel. Pour ce qui est du comité administratif de la MRC, c'est l'ensemble du conseil de la MRC qui nomme le comité administratif. La prérogative du préfet est de nommer le préfet suppléant. Donc, le préfet suppléant, là, il ne faut pas dire qu'il remplace ou il... Non, c'est le préfet qui a la grosse job. OK? C'est le préfet qui est au courant de tous les dossiers. Lorsqu'il délègue un dossier, comme Cosmos, par exemple, moi, je me suis occupé de Cosmos durant toute l'année, durant les 4 ans. Correct, que c'est le 911, là. Bon, alors ça aussi. La table des municipalités, c'est moi qui en assume la présidence. Donc, ces dossiers-là, et Transat, le transport collectif, transport des handicapés. Donc, ces dossiers-là, c'est bien M. Sucy qui a voulu me les confier. OK? Alors, ça y enlève un peu de sa tâche. Cependant, les tâches plus politiques, bien, c'est le préfet qu'il faut qu'il soit là. Tu sais, c'est normal aussi. Peut-être pas très, très évident. Là. Puis je pense que... Moi, je considère ça pratiquement comme une vocation, là, parce que de vouloir aujourd'hui là, être un élu municipal, là, peu importe à quel niveau, que ce soit comme conseiller, comme maire, comme préfet, je pense qu'à quelque part, là, c'est assez souvent de se mettre la tête sur le bio, comme on dit, parce que peu importe la décision qu'une municipalité ou une municipalité régionale prendra, bien, on ne peut jamais faire l'unanimité puis plaire à 100 de la population. Moi, je dis souvent, il y a toujours la moitié des gens qui sont contents puis la moitié qui ne le sont pas. Et, le principal, c'est d'être fier de ce qu'on a accompli, puis que la population, bien, je pense, puisse en bénéficier. Là. Bon, c'est qu'il est à l'écoute des gens, il est à l'écoute aussi de son conseil des maires. Alors, lorsqu'on prend la décision, bien, c'est pas seulement le préfet qui l'a pris, mais c'est l'ensemble des maires qui consent à cette orientation-là. Et ça, c'est très important. C'est un leadership rassembleur. Et c'est ça que ça prend. Nous, on a beaucoup de projets qui sont en marche, qui ne sont pas nécessairement réalisés. Par contre, on en a un qui chemine très bien, c'est le parc régional du Haut-Pays. C'est d'avoir pu mettre 7 communautés ensemble, là, puis de dire, bien, on vous donne un projet de développement là, qui va bénéficier à l'ensemble du territoire. Parce que c'est ça, le parc régional. C'est un projet de développement qui s'opère un peu plus sur le territoire de cette municipalité, mais qui est au bénéfice de l'ensemble de la région. Puis, de faire en sorte que des organisations qui étaient habituées de travailler de façon individuelle, en silo, maintenant travaillent ensemble. Moi, je pense que c'est toute la dynamique, la synergie qu'on a créée. Puis on le sent, là, on voit un sentiment de fierté des gens dans le Haut-Pays. Maintenant, on a un agent de projet à la MRC qui est vraiment attitré là, de façon permanente au projet, à l'animation. Puis on voit là, des effets concrets sur le territoire. La plupart du temps, la municipalité a une planification stratégique et les projets y entrent régulièrement. Ils sont prévus dans la planification. Et cette planification-là, c'est important, bon, hein, parce qu'on l'a établie, on va devoir la retravailler bientôt, mais on l'a accomplie dans presque tous les secteurs. Et la nouvelle gouvernance aussi, les tables qui travaillent très bien. On entend souvent dire au Kamouraska qu'on est tissé serré, là, puis je pense qu'on le prouve à chaque semaine. Ici, là, je pense que ce qui nous différencie de plusieurs autres régions, c'est qu'on est capable de se parler puis de se concerter au Kamouraska. Puis on a de belles réussites. C'est parce que le milieu a toujours su, puis sait depuis longtemps se concerter. Puis lorsque c'est le temps de serrer les rangs puis de se tenir, on le fait, puis ça, on l'a vu. Puis d'être tenace. Il faut être tenace en politique. Et la fierté aussi, tu en as parlé, mais la fierté de toutes nos municipalités. Les maires sont fiers, et les mairesses, évidemment, là, sont fiers de leur municipalité et veulent du développement. C'est pas qu'uniquement du positif, là, mais c'est vraiment une belle expérience qu'on doit vivre, peut-être dans notre vie, mais ça passe vite.
Puis la première chose qu'on se rend compte, là, les 4 ans sont déjà passés. Moi, ça va faire à l'automne 8 ans que je suis élu municipal. Puis j'ai l'impression que je viens d'arriver, là. Ça passe vite, les défis sont nombreux, mais c'est sûr qu'il faut être prêt à faire des concessions, des compromis. Mais je pense que ça vaut la peine. Ouais. Alors, vous voyez que c'est intéressant, c'est motivant, puis moi, je dis c'est passionnant. Le 4 octobre dernier avait lieu la fin des mises en candidature pour les prochaines élections municipales. Nous avons recueilli quelques commentaires des maires élus par acclamation à la soirée organisée par le préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, qui lui aussi a été réélu. Tout d'abord, M. Soucy, qu'est-ce que ça vous fait d'être élu par acclamation? Bien, écoutez, je pense que c'est une belle marque de confiance. Moi, je le prends de cette façon-là. Bon, c'est sûr que le processus démocratique fait en sorte qu'on pourrait avoir des élections, mais ça se peut aussi qu'il n'y en ait pas, puis c'est mon cas. Donc, je vous dirais, soulagé un peu. Dans mon cas, j'ai connu les deux extrêmes pour se qualifier comme élu. Là, en 2005, lorsque je m'étais présenté maire, finalement, c'était égal, puis on avait dû avoir un recomptage judiciaire. Puis là, depuis 2 fois, je suis élu par acclamation. Donc, c'est un petit peu plus, je vous dirais, un petit peu plus facile, un petit peu plus calme, là. Bien contente. Mais disons que j'appelle ça, j'ai gagné mes élections par acclamation. Alors, bien, je pense que c'est une marque de confiance. Je pense que, bien là, j'ai été mairesse depuis 1 an. Alors, je pense que j'ai été une mobilisatrice, essayer d'être pacificatrice également. Alors, puis je suis contente que Saint-Alexandre me fasse confiance. Alors, ça fait réellement chaud au cœur. Contente également de la nouvelle équipe que je vais avoir, que je vais rentrer. J'ai un siège, cependant, qui va aller en élection. Et c'est mon plus jeune, imaginez-vous donc. Mon plus jeune, là, qui est en élection, mais c'est pas grave. Et je pense qu'avec tout ce beau monde-là, il y a bien des belles choses à faire à Saint-Alexandre de Kamouraska. Et je suis bien fière de ça. Bien, je suis très heureux parce qu'on va être capable de recommencer à travailler tout de suite la semaine prochaine parce que l'équipe au complet a été réélue par acclamation. Donc, pour nous, c'est important parce que vous savez qu'on a quand même beaucoup de travail sur la planche. On a travaillé beaucoup cette année. Et puis, c'est quand même bizarre parce que dans la dernière année du mandat, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Ça fait qu'on a du pain sur la planche. Puis, on espérait ça, mais au fond, on est heureux. Mais en même temps, pour la démocratie, s'il y avait eu une élection, c'est bon aussi. Ça fait que des deux côtés, on est gagnant. Fait que moi, je suis un gars optimiste. Puis je me dis, bon, ben, s'il y avait eu une élection, tant mieux. Ça veut dire que les gens s'intéressent à la politique, s'intéressent à leur municipalité, donc veulent s'impliquer dans leur municipalité. D'un autre côté, on évite une élection, on a une économie. Fait que on est gagnant, finalement, sur les deux côtés. D'un, je suis très content. Puis je suis très content pour la plupart des confrères et consoeurs qui ont été élus. Mais je tiens à dire merci publiquement à tous les citoyens qui nous ont accordé une grande confiance. Parce qu'il faut le faire, parce que c'est un peu comme un prix de consolation après 4 ans quand t'es maire, que les gens te reconnaissent, qui disent, ben on ne fera pas d'élection. Peut-être pas parce que des élections, c'est pas important, mais c'est parce qu'ils ont su reconnaître le travail qu'on a fait. Des fois, des bons coups, des mauvais coups. Mais dans la vie, c'est l'ensemble qui compte. Nous vous présentons le 2e volet du lancement officiel du parc régional au pays de Kamouraska avec la participation d'Alexandre Bibeau, agent de développement de ce grand projet. Monsieur Bibeau, dites-nous d'abord quels sont les 5 thèmes du parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Bien, en fait, on a 5 grands thèmes. Il y a l'énergie, la forêt, le récréotourisme, l'agroalimentaire et culture et patrimoine. Dites-nous également quel est le territoire couvert par le parc. En fait, le territoire du parc régional couvre d'ouest en est de Saint-Onésime d'Ixworth jusqu'à Saint-Alexandre de Kamouraska, ainsi que les 2 TNO, les terres publiques. C'est un peu plus de 1300 km² de terrain. Quel est le lien entre le Haut-Pays et le littoral? Bien, en ce moment même, je pense que le monde peut voir le lien qu'il y a entre le Haut-Pays et le littoral. En fait, c'est que c'est un projet de développement régional qui a des retombées, autant pour le littoral que pour le Haut-Pays. Puis que ce soit dans nos activités, dans les expériences qu'on va développer ou dans tout ce que le parc va emmener à la région, bien, à chaque fois, c'est de garder un lien entre ce magnifique littoral-là et ce territoire magnifique qui est à développer dans le Haut-Pays. Donnez-nous maintenant quelques exemples de projets par rapport à chacun des thèmes qui ont été retenus.
Assez simplement, dans le fond, si on regarde du côté plus forêt et récréotourisme, il y a les sentiers d'Ixworth qui sont en train d'être réaménagés. On a en énergie et forêt aussi le magnifique projet mycotouristique qui a été lancé cet été par Bioptère et la pourvoirie des Trois-Lacs, le groupement forestier de Saint-Alexandre, pour ne pas me tromper. En culture et patrimoine, on va penser au Sentier de la culture à Mont-Carmel. En énergie, il y a tout le projet sur la biomasse, les chaufferies communautaires biomasse, à Mont-Carmel aussi également. Le 14 septembre, on a eu le droit à 2 grands dévoilements dans 2 municipalités du parc régional du Haut-Pays. Tout d'abord, il y a Sainte-Hélène qui a dévoilé sa halte vélo culturelle, qui se nommera désormais la halte du Clocher. C'était aussi l'occasion pour eux autres de dévoiler l'œuvre de Miguel Forêt, la posture du grand pain, si je ne me trompe pas. Et à Mont-Carmel, ils ont inauguré la 3e place de leur sentier culturel, soit la place de la poésie, en présence de Raoul Duguay, leur invité d'honneur. Donc, c'est 2 exemples de réalisations très récentes qu'il y a eu. Puis un peu plus tôt dans l'été, on a eu le projet de mycotourisme. Il y a maintenant une stratégie d'affichage. Quelle est-elle? Alors, la stratégie d'affichage, ça, c'est le bébé que j'ai mené depuis que je suis en poste à la MRC. En fait, on a développé 3 structures d'affichage qui sont propres et imaginées par les gens du Kamouraska. Tout d'abord, il y a les feuilles du Haut-Pays. Je vous la présente ici, elle était cachée pas très loin. Les feuilles du Haut-Pays, c'est la feuille qu'on remet à tous nos partenaires, signataires et les sites qui sont développés. Donc, à chaque fois qu'une feuille va se rajouter dans le Haut-Pays, pour nous autres, c'est un peu comme notre logo, c'est l'arbre du Haut-Pays qui prend de l'ampleur. Ensuite, il va y avoir 2 autres projets d'affichage. Il y a les menhirs du Haut-Pays, qui vont être en fait les affiches qui vont être à l'entrée des municipalités, les 7 entrées principales du parc régional. Ça va être une affiche qui va être complètement transparente, à l'exception du logo qui va être imprimé à même un verre transparent. Donc, on respecte nos paysages, mais on annonce tout de même qu'on rentre dans le parc. Et finalement, le dernier truc un peu plus innovateur, j'ai envie de dire, côté affichage, ça va être un chevalet géant qui, lui, va être nomade, qui va se déplacer un peu partout dans le Haut-Pays et avec un grand panneau de bois qui indique en dessous « Ce paysage est une gracieuseté du Haut-Pays de Kamouraska ». Donc, éventuellement, on pourrait voir ici même le chevalet qui mettrait en valeur un de nos paysages. Qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Donc, il y a l'installation de tous nos affiches que je vous ai décrits. Il va y avoir le site de Gros-Pain dans le Haut-Pays, dans les terres publiques qu'on veut mettre en valeur. On travaille aussi avec les municipalités sur l'innovation de nouveaux projets qui vont être dévoilés plus tard. Et il va aussi avoir une séance un peu de recrutement des Amis du Parc. On va trouver un nom qui nous est propre, mais dans les mandats de l'année, il va y avoir de mettre sur pied un comité au pays, regroupant tous les amateurs de ce beau territoire-là, les gens qui veulent s'y impliquer, qui veulent le visiter, le découvrir. Puis là, on verra avec nos partenaires puis avec les entreprises du Kamouraska comment on peut monter une formule vraiment à notre image. Le C3S de Kamouraska nous a annoncé une bonne nouvelle concernant les personnes âgées en perte d'autonomie. Nous avons rencontré Jean Desjardins, président du C3S de Kamouraska. Voici les détails du projet. On a créé un nouveau type d'hébergement en collaboration avec le domaine des pèlerins, qui est de garder les couples dont un est en perte d'autonomie, de les garder ensemble dans une résidence, puis que le partenariat entre la résidence et le C3S pour dispenser des services pour que les couples restent ensemble, pour qu'ils puissent vieillir et vieillir ensemble. Outre le fait de l'hébergement, est-ce que vous offrez d'autres services pour justement la personne qui est en perte d'autonomie? La personne qui est en perte d'autonomie va avoir tous les services que son corps requiert, qu'elle soit dans cette résidence-là ou qu'elle soit en CHSLD ou qu'elle soit chez elle. Les services sont les mêmes, peu importe la personne où elle vit au Kamouraska. Parfait. Puis quand est-ce que ce projet va avoir lieu? Il commence maintenant. Dès qu'il va y avoir un 4,5 de disponible, on va déplacer des gens dans ce logement-là. Et on parle de combien de logements exactement que vous avez pour ces couples-là? 3 logements. Est-ce qu'il va y en avoir plusieurs dans le futur ou vous restez vraiment avec 3 logements? On commence avec 3 logements. C'est un projet novateur. On veut voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va apporter de plus. Puis
ça va être quoi les coûts. Puis, quand on aura fait un succès avec celui-là, on ira se déplacer vers d'autres projets semblables. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de demandes pour ce genre de logement? C'est embêtant de dire. Nous, présentement, on pense que 3 logements pour la population qu'on a présentement, ça reflète sensiblement ce qu'on voit. Maintenant, la population vieillit, les personnes sont de plus en plus en couple, donc probablement que dans le futur, on aura besoin de plus de logements. Mais on va commencer par celui-là, puis on va voir le peaufiner et voir quels vont être les résultats dans une couple d'années. La municipalité de Saint-André a publié une brochure présentant le cadre de gestion de la Boiteau. Alors oui, mardi de cette semaine, on avait convoqué les médias pour les informer de la publication d'une brochure sur la gestion de la Boiteau de Saint-André. Alors, les aboiteaux, c'est un ouvrage de drainage des eaux et qui sert à Saint-André pour protéger contre la submersion ou les inondations. Il y a beaucoup d'intervenants. Ce qu'on voulait surtout faire connaître à la population, c'est le nombre d'intervenants. La MRC est un intervenant, la municipalité, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Ressources naturelles, ZIP est un intervenant, Obakir est un intervenant. Enfin, beaucoup de monde à mettre autour d'une table avec des intérêts parfois quand même assez différents. Et on a adopté ce printemps un cadre de gestion pour gérer cet ouvrage-là. Et ce qu'on voulait rendre compte à la population, c'est des efforts qui sont faits pour la protéger d'une éventuelle submersion. Alors, on est très content de la diffusion de cette brochure-là. Et est-ce que le citoyen de Saint-André peut faire quelque chose pour protéger, pour améliorer, ou c'est vraiment la municipalité qui s'occupe de tout? La municipalité a pris en charge la gestion de la digue pour une raison très, très simple, c'est qu'elle a l'intention de conserver cet ouvrage-là pour 50 ans. Alors, elle a rétabli un certain nombre de règles qui existaient, des règles qui découlent de règlements du ministère de l'Environnement. On les a publicitées dans l'ouvrage qui a été publié et on a informé les gens qui enfreignent ces règles-là des conséquences. Alors, notre objectif, c'est de garder l'ouvrage le plus longtemps possible pour mieux protéger la population et pas avoir des investissements très, très importants à faire dans le futur. Xavier Morneau et François-Luc Soucy, 2 jeunes artistes de la région, exposent leurs œuvres à la Pocatière à la salle Gérard Dallaire du 3 au 14 octobre. Nous avons rencontré ces 2 jeunes artistes et la responsable de la salle d'exposition, Hélène Desjardins. Le concept de mes œuvres, moi, c'est faire des maisons à crayon à la mine. Mais où tu prends exactement tes inspirations? Est-ce que c'est quand tu te promènes dehors? C'est les gens qui t'entourent qui t'inspirent? Bien, j'imagine une maison dans ma tête. Oui, souvent, je vois une maison, je l'aime, je la fais à mon image. Je fais... dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, je le dessine, je le fais à ma manière. Je fais ça pour que moi, j'aime ça, puis que je trouve ça beau, puis que... Puis ça fait combien de temps que tu dessines? J'ai commencé vers mes 6 ans. Au début, c'était des petits bungalows, des petites maisons pas très belles. Puis ça s'est amélioré de plus en plus, parfois avec de la couleur, mais j'utilise que le crayon à la mine. Il y a quelques petites exceptions, comme j'ai fait une maquette en carton, en bâton de popsicle, en bois en fait, en papier. C'est à peu près ça que j'utilise. Puis comment tu es arrivée à faire une exposition? Je suis arrivée à faire une exposition. En premier, c'était en allant voir une exposition d'un autre jeune. Et je me suis dit à l'idée que moi aussi, mes dessins, j'ai trouvé aussi beau que lui. Pourquoi pas moi que j'en ferais une? Moi, j'explore plusieurs médiums. La gouache, l'acrylique. J'ai aussi de l'argile, du jello, de la métoile, plusieurs médiums différents. Puis qu'est-ce qu'on retrouve comme dessin un peu dans ton exposition? Il y a des fleurs, il y a de la sculpture, un petit peu de tout. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va être ma 3e année. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver à faire une exposition? En fait, j'en ai déjà fait une chez moi, à la chapelle. Il y avait une 60aine de personnes, mais c'est mon professeur qui m'avait proposé d'en faire. Madame Desjardins, pourquoi vous avez accepté de présenter des œuvres de 2 jeunes adolescents dans votre salle?
Eh bien, chaque année, on fait un appel de dossier. On reçoit les candidatures de plusieurs artistes qui viennent d'un peu partout, en fait, parce qu'avec Internet, maintenant, il n'y a pas de limite. Alors, on regarde ça. On était en comité. Nous sommes un comité d'exposition. On est 3 personnes. Il y a Myriam Toussaint qui est avec moi, puis il y a Daniel Morin et il y a Denise Lisotte aussi, qui est prof au cégep, qui se joint à nous. Alors, on étudie les dossiers, puis c'est la première année qu'on avait des dossiers d'adolescents, mais des dossiers de qualité, là. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Alors, on s'est dit que on ne pouvait pas passer à côté d'encourager ces 2 jeunes-là. Mais comme ils n'ont pas un nombre d'œuvres aussi élaboré qu'un artiste adulte, alors on les a rejoints dans la même exposition. Alors, un a le côté droit de la salle et puis fait des choses vraiment différentes aussi. Il fait des tableaux, il l'a expliqué tantôt dans son entrevue. Et l'autre, le côté gauche, avec ses dessins. La Traversée fête ses 20 ans d'existence. Cet organisme, qui œuvre auprès des personnes vivant avec un problème mental, célébrera leur anniversaire à la salle Desjardins du Centre Bombardier à la Pocatière le 12 octobre prochain, dès 17h. Plusieurs activités au menu, dont une soirée rock des années 80 avec la participation de plusieurs artistes. Cette soirée sera animée par Maxime Paradis. C'est ainsi que se termine l'Infocam de la semaine. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.